France Culture. Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Linda Lay, qui publie L'âme de fond chez Christian Bourgois. En avançant en âge, j'avais de plus en plus une prédilection pour les auteurs qui étaient en désaccord avec leur temps et mettaient le doigt sur ce que chacun se cachait à lui-même. Je ne lisais plus autant qu'avant, mais je prisais encore les œuvres corrosives qui fournissaient matière à tout révoquer en doute. Je me replongeais souvent dans les récits que j'avais appréciés jeune. C'était une façon de lutter contre la vieillerie en retrouvant les délicieuses sensations qui avaient été les miennes lorsque je n'avais pas 20 ans. La littérature, Linda Lay, ne connaît pas l'impossible. Tout est possible, même de faire parler les morts. Je dirais même que c'est souvent, enfin pour moi, la littérature, c'est avant tout faire parler les morts, justement, faire parler les absents, donner la parole à ceux qui se sont tus. Et qui se souviennent encore de leur lecture ? Oui, j'ai prêté certains de mes penchants au personnage principal du livre, et j'ai conservé un goût quand même assez vif pour la lecture au fil des ans. Et le héros de ce livre pratique intensément ce que Valérie Larbaud a appelé le vice impuni. Et et vous lui prêtez vos propres obsessions, vos propres hantises, comme lectrice. Aussi, oui. Notamment l'attirance pour les écrivains qui ont fait sécession. J'ai toujours eu une prédilection pour les œuvres d'écrivains qui sont parfois un peu rejetés dans les marges, ou qui ont vécu en étant des dissidents. Mmh. Est-ce que vous pouvez imaginer des écrivains qui ne soient pas des dissidents ? Qui ne soient pas ? Oh, certains ne le sont pas. Est-ce que ce sont des écrivains ? De véritables... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les véritables écrivains, c'est vrai, refusent en quelque sorte de faire cause commune. Et, oui. On écrit pour dire non ? Certainement, oui. Il n'y a pas d'adhésion possible ? Rarement, je crois. On essaie de ne pas pactiser.
Ce qui fait de tout véritable écrivain un exilé de l'intérieur. Même s'il n'a pas bougé de chez lui, même s'il n'a pas quitté son pays, il est dans une sorte d'exil transcendantal. C'est l'écriture qui vous a fait rencontrer l'exil ? D'une certaine manière, oui. Je pense qu'en écrivant sur le sentiment de l'exil, j'ai cessé de me mentir à moi-même. Le sentiment de l'exil, la mort, voilà ce qui s'invite dans vos livres. Oui. Oui, ce sont mes hantises, oui. J'ajouterais la folie aussi, qui est une forme aussi d'exil. Et ça, c'est depuis toujours, depuis que vous écrivez, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années. Oui. Puis, oui. Ce sont des... Ce sont des thèmes qui m'ont poursuivi tout au long de ces années, oui. De livre en livre. Ouais. Avec la mort, ce qui est étrange, c'est que avec le tourment des mots, il faut essayer de traduire une sorte d'expérience, par définition, inéprouvée. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on n'a pas vécu? L'imagination fait son œuvre, hein, oui, tout de même. Mais dans ce livre particulièrement, je prête à chacun des personnages des expériences que j'ai vécues. Et, chacun est une part de vous. Oui. Et je ne crois pas à l'exercice qui consisterait à projeter sur tous les personnages des événements qui vous seraient arrivés, mais en transmuant le matériau autobiographique, on parvient toujours à une certaine alchimie, peut-être. L'âme de fond. Le titre est ambigu, au moins à la radio, parce qu'on peut entendre l'âme, L', A, accent circonflexe et me. Oui. L'âme de fond, oui, parce que c'est une véritable lame de fond qui arrive dans l'histoire d'une famille qui vit assez tranquillement dans un quartier parisien et qui va être submergée, emportée par cette lame de fond qui est en fait la lettre d'une jeune femme et qui révèle un secret touchant l'un des membres de la famille. Alors le personnage premier, celui par lequel tout va commencer, vous l'avez appelé Van. Il est mort. C'est le mort qui parle. Oui. Il est mort, non pas de sa belle mort, mais tué accidentellement par sa femme, Lou. Et mort, il n'a jamais autant parlé. Il est plus bavard que jamais. Oui,
Oui, c'est un mort qui prend la parole dès le début du livre. Il parle du cimetière de Bobigny. Où il est enterré. Où il est enterré. Et il fait partager au lecteur ses impressions sur la dernière année de sa vie. Et la dernière année de sa vie en France, puisque c'est un exilé, a été marquée par ce bouleversement, cette lame de fond. Il dit « Maintenant que je suis dans un cercueil, j'ai toute l'attitude de soliloquer. » Vous pensez que la mort, c'est le temps de la parole ? Je l'ai imaginé, oui. C'est-à-dire que le livre est né de cette pensée qu'un mort va parler, un mort va tenter de se justifier, un mort va faire son examen de conscience du fond de sa tombe. Et sa parole a peut-être plus de poids que quand il était vivant. L'attribut du vivant, c'est le silence ? Le silence que vous connaissez bien, pour le pratiquer avec générosité. J'ai imaginé parfois que dans le silence, il se devine beaucoup de choses. Donc, j'ai écrit beaucoup sur les morts, mais jamais encore peut-être ne m'était venue l'idée que qu'un mort viendrait parler comme devant un tribunal. La mort, c'est ce qui s'offre à l'imagination. Oui. Vous y pensez ? Elle m'a toujours accompagnée. La pensée de la mort, mais peut-être aussi la pensée des chairs disparues aussi. J'essaie de guerroyer contre l'idée du néant en faisant parallèlement à mes romans, en rendant hommage parallèlement à mes romans à des écrivains que j'admire et qui ne sont plus là pour continuer leur œuvre. C'est ça, la mort, c'est le néant. C'est pas l'absence, c'est pas le vide, c'est pas le rien. Pour moi, oui, c'est le néant. Mais c'est aussi l'absence, c'est aussi l'absence de l'autre avec presque un A majuscule. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette absence, de ce néant, de ce rien qu'est la mort, sinon que ça fait parler, mais une parole vaine, en pure perte. Dans le livre, je ne crois pas que la parole de Vannes soit une parole en pure perte. Parce il s'appelle Vannes, ce qui fait penser à veine. Oui. En fait, étant donné que le personnage est vietnamien, je lui ai donné ce prénom parce que Van signifie littérature en vietnamien. Donc il est en quelque sorte destiné à incarner en quelque sorte la littérature. C'est un personnage qui ne sera que qui se définit lui-même ironiquement comme un champion de la préservation de la langue française. Et
Donc peut-être que son amour de la littérature s'arrête là. N'empêche qu'elle est morte, la littérature. On l'a tuée. Lui-même le pense par moments, mais pas. Il reste dans ce qui est son inappétence intellectuelle qui est grandissante. Il reste quand même un amour assez vif pour certaines œuvres. Donc je ne crois pas que la littérature soit tout à fait morte. Vous direz un mot, Linda Lay, de la construction de ce livre, même si elle n'a pas été préméditée, je ne sais pas, mais tout ça a l'air parfaitement délibéré. C'est un jeu avec le temps d'abord, puisque ça se passe, ça commence au cœur de la nuit et ça se termine au crépuscule, en passant par l'aube et midi, l'heure du partage. Et il y a 4 personnages qui, tour à tour, soliloquent, comme dit le mort. C'est lui-même, Van, et puis Ulma, Lou, Laure, voilà, qui apparaissent dans le désordre à chacun des grands moments du temps. Oui. 3 femmes et un homme pour parler de l'exil, de l'amour et de la vie conjugale aussi. Et des rapports père-fille aussi, puisqu'il y a une adolescente dans le livre qui rend hommage à sa manière à son père. C'est beaucoup, 3 femmes pour un homme. Pour un seul homme qui en plus est mort. Oui. En tout cas, ce sont 3 femmes qui parlent, en fait, peut-être plus d'elles-mêmes que du mort. Ce sont aussi 3 portraits de femmes d'âges différents. Chacun a toujours un peu propension à parler de soi, non ? Oui. Chacun a... C'est le sujet qu'on connaît le mieux. Ils n'ont pas la distance qu'on peut avoir lorsqu'on est mort. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment un mort, Van ? Je me demande si c'est pas... C'est un mort très vivant. Ouais, un faux mort, un mort qui cache son jeu. Vous dites vivant. Est-ce qu'on pourrait pas dire survivant ? Non, parce qu'il y a une certaine vitalité dans sa manière d'être quand il était encore de ce monde. Et même s'il avoue que à la fin il était un peu, il y avait un certain manque de curiosité, un certain avachissement peut-être, mais ce qui le guide et ce qui le tient encore, c'était quand même malgré tout le goût pour la littérature. Du reste, vous avez donné à Van une profession qu'il exerçait de son vivant. Il était correcteur. Oui. Il se rappelle même avoir été très sévère avec les écrivains qui leur confiaient leurs manuscrits. Et que peu à peu, il s'est un peu ennuyé dans son travail. Ça le passionnait plus vraiment, ces textes qu'il fallait mettre en forme. Oui. La littérature fatigue. Je pense que c'est plutôt la manière dont il... c'est peut-être aussi ce qu'il disait, comme il disait, que la plupart des manuscrits qu'il corrigeait étaient indigestes. Donc... ne valait pas la peine d'être amélioré. Voilà.
Il dit avoir usé ses fonds de culotte sur les bancs du lycée français de Saïgon, où là, le lait qu'il a bu, c'était la poésie racinienne. Racinienne, oui. Oui, comme beaucoup de jeunes Vietnamiens qui ont grandi à une certaine époque avant la prise de Saigon par l'armée de Ho Chi Minh, c'était Racine et Victor Hugo qui étaient les auteurs étudiés. Chacun s'accroche aux mots dans le roman Indalé. Oui. Van, on l'a vu, ancien correcteur qui soliloque depuis sa tombe du cimetière de Bobigny. Mais Lou, elle écrit sa confession. Elle écrit sa confession, elle essaie de se justifier elle aussi. C'est une directrice d'école qui se découvre à travers qui se découvre en fait en écrivant. De la même manière que sa fille qui gribouille dans son journal. Mmh. Et qui aimerait écrire comme son père écrirait. Et Ulma, la troisième femme, elle s'adresse à son analyste, le docteur Sullivan. Mais surtout, elle est l'auteur d'une lettre dans laquelle, qui est aussi une confession, dans laquelle elle dévoile son secret. Oui, et qui va bouleverser l'existence de cette famille jusque-là assez tranquille. Est-ce qu'on peut dire que l'âme de fond, d'un bout à l'autre, n'est qu'une lettre, à plusieurs voix? Oui, une lettre sur le déracinement aussi. Et parce que Van a l'impression de ne pas être véritablement dans son pays d'accueil comme un citoyen à part entière. Et il n'est pas non plus... il a, en quelque sorte, il a grandi séparé de ses racines aussi. Ça, c'est la part de vous que vous avez mis aussi dans ce personnage? Certainement, oui, un peu. Mais je dirais que ce n'est pas... C'est sans dolorisme. C'est plutôt un constat de la part de Van comme de ma part. Il y a aussi une certaine exaltation peut-être à grandir et à vivre séparé de ses racines. C'est Gide qui disait que on est toujours le produit de transplantation et d'hybridation. Et pour une fois, je ne suis pas en désaccord avec lui. Dans sa lettre, Ulma se pose de multiples questions concernant Van, et notamment des questions d'ordre politique. Elle se demande si Van était un immigré qui vivait mal son exil. Lui qui venait des anciennes colonies. Oui. Je crois que c'est la question que se pose toute personne qui connaît le métissage, comme c'est le cas d'Ulma, qui est à moitié vietnamienne et moitié française.
Et c'est une question politique ou une question linguistique? C'est une question... Est-ce que le français était comme pour Kateb Yassine un butin de guerre? Un butin de guerre, oui. Ou est-ce que... Je crois, comme le dit sa fille qui est adolescente, que Van appartient à une génération où ces questions ne se posaient plus vraiment. Non pas qu'il ait oublié la colonisation ou qu'il en ait fait... qu'il ait tourné le dos à son pays au point d'être totalement acculturé. Mais il y a dans le livre justement des passages sur le fait que si cette jeune femme et lui se retrouvent à un moment dans une histoire qui va les emporter, c'est qu'ils ont en commun d'être dans une position ambiguë. Et je crois que le brassage des peuples et le métissage font souvent que ces individus-là se retrouvent dans en porte-à-faux. Sa langue maternelle, ce qu'on appelle la langue maternelle, en l'occurrence là le vietnamien pour Van, on peut la passer par pertes et profits. En tout cas, ça a été mon cas. Sans douleur? À un moment, oui. Et puis ensuite, c'est plutôt une sorte de détachement. La langue française, c'est devenu la nouvelle demeure. Oui. Un lieu où vivre. Un lieu, exactement, oui. C'est ce que suggère le roman, d'ailleurs, dans sa totalité. Alors que Van cite le mot de Benjamin Fontaine qui dit « Ma demeure est hors du camp », et il se sent, il a fait sienne cette phrase, parce qu'il a toujours l'impression d'être hors du camp. Mais d'une certaine manière, c'est grâce à la littérature qu'il trouve peut-être un abri. Il n'est pas tout à fait désabrité, disons. Il parle le français à la perfection, évidemment. Beaucoup mieux que n'importe quel écrivain français. Et vous-même, Lynn Dallé, le français, c'est véritablement votre terrain d'expérience, et quelquefois même de jeu. Vous ramassez toutes les phrases toutes faites que vous pouvez rencontrer, les lieux communs, les clichés, tout ce qui fait que les articulations de la langue, tout ce qui la nourrit, vous le redistribuez dans votre propre langue pour le donner à entendre, le donner à voir, en faire quelque chose. Il y a tout un travail de cet ordre dans tous vos romans et dans celui-ci en particulier. Donc, quelquefois, il arrive que des critiques disent mais il y a des clichés, il y a des lieux communs. Et évidemment, il y en a, puisque vous les avez cherchés. Van dit d'ailleurs qu'il a une prédilection pour les idiotismes. Donc, enfin, que certains étrangers ont une prédilection pour les idiotismes et pour des phrases toutes faites, à condition qu'elles
soit utilisée de telle manière que elle échappe à une certaine catégorisation. Est-ce que vous ne vous sentez pas comme une étrangère dans cette langue qui est devenue la vôtre? J'espère l'être d'une certaine manière, toujours, à chaque nouveau livre, oui. D'être une étrangère. Oui, d'écrire les mots comme si c'était, comme s'ils n'étaient pas rebattus, usés, et essayer de faire de sorte que ce qui a été utilisé maintes fois est quelque chose de neuf. Auprès d'une certaine violence. Oui. Certainement. Vous n'écrivez pas des livres comme certaines dames au siècle précédent faisaient de la tapisserie. Non, j'espère pas, non. Je veille en tout cas à ce qu'il y ait toujours une grande tension d'esprit. Vous ne reculez pas devant les mots coup de poing. Ça, c'est ce que dit Laure, l'adolescente, à un moment où elle se dit qu'elle doit coûte que coûte se faire violence pour arriver à dire l'absence. C'est ça l'histoire. Dire l'absence. Se faire violence pour dire l'absence. Oui. Parce que finalement, toutes ces trois femmes se font violence pour dire oui, la perte. C'est aux morts que vous avez laissé le dernier mot. Oui, c'est le mort qui ouvre le livre, et c'est le mort qui donne la conclusion de toute l'histoire. L'âme de fond de Linda Lay chez Christian Bourgois. Du jour au lendemain, Olivier Dupré, Anne Franchini, Didier Pinault, Anna Weinstein. Bonsoir.